tout à l'heure, Benoît parlait de gens qui viennent rêver dans la boutique. Ouais, c'est ça. D'univers. Est-ce qu'on ne flirte pas avec le besoin de narration, c'est-à-dire d'entendre des histoires, voire de les réaliser? Et le fait de mettre en scène, on est à la frontière du jeu symbolique aussi. C'est-à-dire c'est clair, ce qu'on veut, c'est et donc, revivre une histoire. on est vraiment à la frontière du jeu symbolique, donc de la narration et du récit, en plus de... C'est pour ça que cette histoire de dire remettre d'autres notions, d'autres enjeux dans certains contes, ça transforme le conte. C'est une autre narration, mais c'est une narration qu'on joue entre nous, puisqu'on nous joue ensemble, par exemple. Et on se découvre aussi, on s'invente effectivement d'autres récits, mais qui ont qu'un temps, qui ont le temps du jeu. Parce que ce qui est génial, c'est que vous refaites après, vous rejouez à ce jeu, il y a une autre histoire qui se déroule. Et c'est ça qui est extraordinaire, moi, je trouve. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre, je crois, on se raconte avec le jeu aussi, mais on se met aussi en action, on se met aussi en jeu, on se met en risque, en difficulté de se quereller, on en parlait à midi, de se dire, bon, écoute, moi je veux jouer, écoute, moi je triche même un peu pour essayer de gagner, etc. Bon, et après on est amis quand même, mais tu vois, parce qu'on est adulte et qu'on connaît les limites entre le jeu et le principe de notre réalité, mais il y a tout ça, je crois, qui est l'immersion, mais parce qu'on peut aussi en sortir. Et cette immersion, effectivement, elle joue sur ces jeux-là. Je suis d'accord avec vous, sur une certaine narration. Sauf que cette narration, elle se permet d'être à la première personne. En fait, c'est pas la narration de la cigale ou le loup, ou le voilà. C'est allez, moi je suis personne. C'est quand même un jeu de rôle, en fait, quelque part aussi. Et en même temps, je flirte un peu avec quelque chose qui existe. Par exemple, quand c'est un conte qui est réinvesti, mais je flirte juste un peu, parce qu'en fait, je fais mon histoire. Mon histoire avec l'aide des règles qui laissent assez de souplesse pour que moi, je m'invente justement ces modalités d'action, de stratégie, de regard de l'autre, de découverte de l'autre, d'apprentissage en fait de nouvelles tactiques, hein, parce qu'on s'apprend les choses les uns aux autres, les uns aux autres pensent à quelque chose auquel on n'a pas pensé. C'est très vrai entre les adultes et les enfants, on n'a pas la même façon de penser. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que les adultes peuvent voir des choses, des stratégies qu'un enfant plus jeune ne verra pas, mais l'enfant il va apprendre finalement non, tu ne vois pas forcément le jeu de la même façon. Voilà, il ne voit pas le jeu de la même façon. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu sur les 3 petits cochons, des enfants plus jeunes qui devaient l'être, jouer au jeu, en fait, ils lançaient les dés pour construire. Ouais. Au final. C'est ça. Donc, peu importe la prise de risque, peu importe le truc, c'est ça qui les est... Bon. Après, le jeu, voilà, une fois que quelqu'un a le jeu, il en fait ce qu'il veut, quoi, il se l'approprie, c'est une façon de se l'approprier. Mais il y a un truc, enfin, justement, dans le fait de raconter une histoire, il y a un truc qui est assez drôle quand vous avez vraiment passé un bon moment autour d'un jeu, c'est que automatiquement, souvent, vous refaites la partie après, une fois que la partie est terminée. Donc, ah ouais, moi j'ai fait ça, ouais, t'as vu, j'ai fait ça. Enfin, il y a presque une histoire qui se raconte. Et c'est là qu'on voit le plaisir qui a été pris, quoi. Si les gens se tirent de la table et puis racontent rien, c'est... C'est ça. Ce qui est sûr après, c'est que ça dépend du public avec qui on est aussi. C'est-à-dire que des adultes qui viennent faire un gros jeu à la boutique, un jeu avec beaucoup de règles, on va avoir une présentation finalement assez clinique. Tout le pitch de vous êtes des gentils messieurs, ils sont pas là pour l'ambiance, on s'en fout quoi. On arrive, on rentre direct dans le tas, on rentre là quoi. Non mais voilà, alors que si c'est des enfants, mine de rien, commencer par le thème. Moi par exemple, il y a un jeu chez ABA que j'adore la notion de stop ou encore. Et pour moi, il n'y a qu'un seul jeu qui arrive vraiment à bien la retransmettre pour les enfants, c'est Cap sur Abanabi. Cap sur Abanabi, vous êtes un pilote d'avion qui va avancer en fonction de flèches de couleur et vous prenez le risque de relancer ou pas vos dés. Il y a de moins en moins de flèches de couleur et voilà. Sauf que du coup, si vous n'arrivez pas, votre avion s'écrase. C'est tout bête, mais le fait que l'avion s'écrase, les enfants ils comprennent que bah ouais, ils marquent aucun point ce tour-ci quoi. Alors que du coup, il y en a plein d'autres, des jeux de stop ou encore qu'on va trouver chez ABA, mais où dans le thème, c'est pas aussi bien retranscrit au niveau de la règle, et du coup, la notion de stop ou encore, elle n'est pas aussi bien intégrée, quoi. Et du coup, quand on présente un jeu aux enfants, si par exemple, surtout les tout petits, le verger, on va pas se contenter d'une présentation clinique du jeu, quoi. On va lui faire vivre son histoire, ainsi de suite, et lui faire comprendre de pourquoi il faut se dépêcher de ramasser les fruits avant que le corbeau y arrive, de pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pour que du coup il y ait un lien logique et que les règles, elles soient, bah oui, c'est ça la règle parce que c'est logique, quoi. Enfin, c'est surtout ça, quoi. Il y a une histoire par rapport à ça, quoi. Et alors que le joueur adulte, il arrive à avoir une capacité d'abstraction suffisante
pour qu'il n'y ait pas besoin de lien logique de c'est parce que tu es un gentil mécène que tu dois donner tes sous à la fin du mois. Sauf le joueur novice, qui adulte a besoin de ça. Oui, de de la savoir narration surtout. pour rentrer dans le jeu. Là, là, on parle de gens qui ont l'habitude de jouer. Ouais, voilà, parce que Ouais, du coup, sinon. Parce qu'ils viennent, on sait sûr, c'est qu'ils viennent pas pour le thème ou ils viennent pour la mécanique, hein, principalement. Parce que par exemple, pour tous les gros jeux, les Istari, on avait généralement des couvertures qui sont magnifiques, comme Aminitis et tout ça. Par contre, l'intérieur du jeu, mais ça a juste rien à voir, quoi. Et du coup, moi, quand je joue à un jeu comme ça, je ne demande pas d'être beau, quoi. Je demande juste d'être lisible, de pouvoir analyser toutes les informations, de pouvoir toutes les comprendre. Et ça, c'est encore autre chose, quoi. Parce que des fois, il y a des jeux qui sont très beaux, mais qui sont illisibles. Et que moi, en tant que joueur, je ne vais pas réussir à choper cette information qu'il me faut, ainsi de suite. Et je vais passer mon temps dans la règle, quoi. Et par exemple, celui-là, il a été bien thématisé aussi en arrivant en France. Yokai no Mori, c'est une initiation au shogi, qui est un jeu traditionnel japonais. Et du coup, là, vous allez jouer avec un tout petit plateau, vous allez jouer sur un 3x4, avec seulement 4 pièces de chaque côté. Donc vraiment pas grand-chose quand on compare au shogi. Il faut savoir qu'au Japon, ça c'est pour les maternelles, en gros. Donc du coup, sur la boîte, c'est des petits poussins, des petits renards, et c'est tout kawaii. Mais voilà. En fait, mine de rien, avec un 3x4 et 4 pièces, on arrive quand même à une profondeur de jeu assez intéressante. C'est assez bluffant d'ailleurs, que les parents ne croient pas une seule seconde. Et finalement, il y a quand même un truc, quoi. Et derrière, on a une autre version qui est encore un peu complexe. On n'a toujours pas toutes les pièces du shogi, ni la taille du plateau. Mais voilà, du coup, on est dans un jeu de réflexion assez intéressant, complètement abstrait. Mais si on avait laissé des poules des poussins et des renards sur la boîte, juste jamais on l'aurait vendu, quoi. Donc du coup, on a une illustration qui fait plutôt adulte, qui non plus ne donne pas un thème, on ne sait pas exactement ce qu'il va falloir faire avec la boîte. Mais en tout cas, ça se dirige plus vers son public, quoi. Et là, pour le coup, on parlait de changement complet de couverture. Là, on en a une vraie et qui du coup trouve bien son public, quoi. En plus, on voit bien la notion de duel, et c'est suffisant en fait. C'est suffisant. Ok, moi j'avais envie aussi de parler, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, mais voir aussi l'avis un peu de tout le monde. Par rapport à l'illustration, est-ce que c'est plus un outil marketing qu'une tentative de moderniser le jeu, de moderniser l'image du jeu? Moderniser. C'est-à-dire, voilà, dans les rééditions qu'on peut voir, de rendre le jeu plus attractif, mais pas seulement sur l'aspect marketing-vente, mais oui, plus esthétique. Et il sort tellement de jeux par an aujourd'hui qu'il faut que tout le monde trouve un moyen de se démarquer, quoi. Donc il y en a qui vont tout miser sur le graphisme, il y en a d'autres qui vont tout miser sur le buzz, d'autres qui vont Encore ça devient de plus en plus dur, hein, parce que la qualité graphique augmente, notamment pour les jeux français. Il y a presque une norme maintenant, c'est faire beaucoup plus joli, enfin bon, ça c'est du subjectif, mais ça devient de plus en plus difficile aussi. C'est de moins en moins, l'illustration c'est peut-être de moins en moins un moyen de se démarquer parce que ça tend tout, l'illustration a tiré vers le haut depuis quelques années. Sauf si t'as un vrai parti pris, tu vois, comme Abyss, ou même je reprends ça à café, tu vois, là ils ont un vrai parti pris qui change de l'habitude, là du coup tu peux te démarquer, quoi. Bon, ça marche pas. Après le parti pris, ouais, c'est parce que voilà, le parti pris c'est soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout. Et les loups-garous tierce lieu, ce que je disais ce matin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là on est sur un truc un peu abstrait. Quand tu regardes la boîte, tu te dis pas que tu vas jouer des villageois, tu vois une espèce de. Enfin, c'est de l'art abstrait, hein, les loups-garous. Et le pari, il est là aussi. Donc, après, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, pour reprendre ton terme d'immersion, c'est la notion d'ambiance ou d'immersion. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir. Moi je crois qu'on peut être déjà immergé dans une image, dans une illustration. Peut-être pas de la même façon, peut-être de façon plus ou moins adéquate à l'immersion que tu vas découvrir après le jeu à l'intérieur, lorsque tu vas y jouer, mais au moins tu as quelque chose qui s'en dégage déjà dans l'image même, tu vois. Donc peut-être cette idée-là entre outils marketing et esthétique, est-ce qu'il n'y a pas aussi des possibilités de rentrer dans l'image, de faire rentrer le client, le potentiel joueur, le passant, le badaud, dans un univers par simplement l'illustration et l'image. C'est une fenêtre, l'illustration. Enfin, c'est clairement une fenêtre qui va dire ce que va être le jeu ou pas. Pour moi, c'est une fenêtre, c'est une porte sur un univers qu'on va proposer, quoi, en fait.
À partir de là, c'est aussi un argument marketing, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que tout est réfléchi dans un seul bloc, pas séparément. Moi, ce que je trouve compliqué dans cette notion-là, et du coup, j'imagine, Benoît, que tu vas pas tester toutes les poules quand un illustrateur te l'envoie, tu vas pas acheter des cartes pour voir au milieu du rayon comment ça ressort les jeux, quoi. Donc, l'univers qui peut ressortir de cette boîte quand on l'a dans les mains et qu'elle est toute seule, là, au milieu de la table, elle n'a rien à voir avec si je fais une pile de jeu et que je la mets au milieu. Donc, là, l'invitation au voyage qui est proposée par je pose ça là, pas être du tout la même. C'est pas la même. Mais quand je le tire du rayonnage, si tu veux, et que je prends ça, est-ce que j'y rentre, est-ce que j'y rentre pas là? Qu'est-ce qui me fait rentrer? Qu'est-ce que je perçois? Quand je connais pas du tout le jeu, alors tu as dit l'idée du duel, il y a le graphisme aussi qui est très, très intéressant parce qu'il est aussi dynamique, il y a ce côté justement asiatique, là, les écritures, etc. Et puis tu as une image assez propre finalement, c'est assez propre. Les contours sont clairs, et puis l'ensemble est assez... On a l'atmosphère un peu humide, hein, on est un peu dans une jungle un peu humide, ou dans une... Voilà, avec bien sûr, on lit, parce que dans l'image, il y a deux choses. Il y a ce qu'on lit, ce qu'on reconnaît, pas seulement ce qu'on lit l'écriture, mais là on lit de l'eau qui coule, on lit un petit ruisseau, et on lit, on reconnaît. Et ce qu'on appelle la signification factuelle, le fait, de fait. Et puis, il y a aussi ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est fondé sur ce qu'on reçoit juste au niveau de l'œil et de nos émotions. Donc, on reçoit un trait, on reçoit du bleu, on reçoit du rouge, on reçoit des formes assez claires. C'est ça, sans même lire, même si de loin, vous ne voyez rien du tout, admettons. Même vous ne le lisez pas, on le met à l'envers, ou je ne sais pas comment, pour pas que vous le lisiez. Vous voyez pas forcément comment est le personnage, qu'il a un grand nez aussi, ou quoi, parce que vous êtes loin, vous ne voyez pas bien. Avant même de le lire, vous ressentez des choses, vous ressentez un petit impact rouge, des impacts blancs. Et c'est ça aussi qui donne un sentiment, une ambiance, et qui te fait rentrer ou pas dans le jeu. C'est ça qui me donne envie de prendre la bonne. Voilà, c'est ça ma question, c'est le code marketing qu'il y a derrière. Voilà. Donc là, je voulais dire tout à l'heure, c'est par exemple Tokaido, ça marche très très bien pour ça. On le met dans la vitrine, les gens ils rentrent en disant j'ai vu Tokaido, est-ce que vous pouvez m'en parler parce que ça m'a attiré quoi. Alors qu'il y en a plein d'autres jeux dans la vitrine. C'est souvent. Ouais, parce qu'il ressort de l'eau par rapport à l'épure, etc. Et pourtant, l'illustration, elle n'est pas super lisible. Non. En fait. Mais je crois que c'est peut-être aussi ça, et ça rend curieux. Oui, mais il y a un côté classe un peu. Ça fait un grand coffret Le blanc. concept, c'est tout à fait dans cette idée. Vous avez l'image avec toutes les couleurs bien ramassées au milieu, cette grande écriture assez... C'est un petit peu en bambou, comme ça. Il y a un côté... un jeu de qualité, enfin c'est l'impression que ça donne, avec ce petit paysage qui peut rendre... Au lieu d'avoir plein de couleurs partout aussi, c'est ça? Comment? Non, parce que du coup c'est le même illustrateur que lui, c'est le même illustrateur que Kazuha, c'est un illustrateur qui travaille très bien en ce moment, c'est chouette. Mais voilà, c'est pareil que Michael Menzel, à un moment donné, il faut faire attention à la saturation. Il arrive à se renouveler beaucoup plus qu'à Menzel, parce que Menzel, bon, ce qui fait... Enfin, il n'y a pas de contradiction. Ce qui est beau, c'est ses plateaux, hein, parce que le reste, les personnages, c'est lourd. Mais les plateaux de Menzel, c'est des tableaux. Mais Ça fera des jeux qui parlent. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question vis-à-vis du participatif et des jeux qui arrivent à se vendre que sur une base esthétique et même parfois sans que les règles soient disponibles. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. tu veux parler des jeux plutôt à figurines? Par exemple, mais même des jeux de plateau, des jeux, on sait que ça va être un jeu de gestion et ça va, enfin même avant d'être sur le participatif, ça va peser. Et il y en a d'autres où, parce que peut-être le jeu est, on a les règles, mais le jeu n'est pas défini graphiquement, ou alors parfois c'est des choix qui sont faits, on en parlait tout à l'heure. Si je prends l'exemple de Hop pour les learning players, le jeu a été jugé moche et ça l'a plombé directement, sans même que les gens y voient la mécanique. Il a été jugé moche par qui en fait? Par n'importe qui, je dirais. Alors, à un moment, il faut prendre ses responsabilités.
C'est-à-dire qu'on est éditeur, on ne va pas demander à son facteur, on va pas demander on va pas demander à tout le monde son avis, parce que tout le monde on va se retrouver. Alors c'est comme les gens, moi je fais jamais ça parce que c'est horrible, de dire sur Facebook, alors j'ai 2 couvertures, laquelle vous préférez? Alors mais non, parce que vous allez vous retrouver plus emmerdé à la fin que ce que vous aviez avant. Alors à un moment, la responsabilité de l'éditeur, c'est de se dire, et on prend un risque, bah oui, on risque de se planter, c'est de dire non, voilà, moi je veux faire ça, et on va essayer de partir comme ça, quoi. Et je dirais, moi j'ai plus d'intérêt à demander à une boutique ou à des boutiques leur avis plutôt qu'aux joueurs, entre guillemets, parce que si déjà la boutique n'arrive pas à vendre le jeu pour cette raison-là, ça veut dire que le client ne risque pas de le voir trop non plus, quoi. Donc vaut mieux, à la limite, si il y a quelqu'un à demander, c'est plus aux boutiques qui sont sur le terrain, quoi. Alors, Kickstarter, comment dire? Non, parce que alors il y a des projets sur Kickstarter qui ne verraient jamais le jour autrement que sur Kickstarter parce que ça demande de tels coûts de production. Alors j'entends tout ce qui est jeu, on peut parler de Conan, enfin tous les jeux, les gros jeux avec figurines, ça coûterait, je sais pas, 300 € la boîte et puis ça se vendrait peut-être jamais, quoi. Donc Kickstarter permet d'amortir ça. Moi le problème c'est les autres jeux qui pourraient passer par le réseau traditionnel. Moi ça me gêne un peu parce que déjà il y en a combien qui présentent des offres boutiques, c'est-à-dire qu'à un moment il y en a qui font ça pour sauter le réseau spécial. Enfin, pour sauter les étapes, quoi, clairement. Et ça, moi, ça me plaît pas tellement. Et ça veut dire que la personne ne prend pas trop de risques au final, quoi. Le risque, il est où? De proposer son projet sur Kickstarter, et puis voilà, quoi. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même métier, quoi. Et le fait, c'est assez symptomatique, parce qu'il y en a plusieurs là qui ont lancé des projets sur Kickstarter, et qui les ont annulés, et qui vont les refaire. Alors ça montre qu'il y a quand même des soucis, quoi. À un moment, il faut se poser la question, c'est jusqu'à quand ils vont annuler ça et le reprendre, etc., quoi. Est-ce que ça va pas créer une certaine lassitude chez les joueurs? Alors, le fait qu'ils arrêtent, alors je ne sais pas si c'est ça la raison, qui est Morning Player, ils arrêtent le Kickstarter parce que ou ils ne le lancent pas à la date prévue, je ne sais pas, c'était ça. Ils l'ont annulé. Alors, s'ils l'ont annulé parce qu'ils trouvaient, des gens leur ont dit que le jeu était moche, ben ça craint. Non, c'est parce que ça stagne depuis longtemps. Ah bah oui, mais alors ce cas-là, oui, bah voilà. Et parce que, est-ce qu'ils l'ont fait tourner suffisamment au niveau des... Enfin voilà, c'est que dans le métier d'édition, il y a tout un travail préalable qui consiste à faire tester son jeu au plus grand nombre. Alors je dis pas qu'après on sort des pépites à chaque fois parce qu'il n'y a pas de règle, hein. Mais c'est qu'à un moment, pourquoi Kickstarter c'est vraiment quelque chose de particulier, hein. Moi je suis pas trop friand, enfin je suis client de Kickstarter parce que je fais des gros jeux avec figurines, moi ça j'adore, quoi. Et sur ces projets-là, ok. Par contre, les projets pour moi qui devraient suivre le réseau traditionnel, je suis pas. Non, ça me. Après, effectivement, je pense que graphiquement, il y a des choses qui peuvent attirer plus que d'autres, des univers aussi. Voilà, Conan, ça a dépassé juste les fans de figurines, ça atteint tous les fans des BD, tout ça, c'est autre chose, quoi. Mais même dans le réseau traditionnel, tu as des éditeurs qui, juste en balançant 2-3 images par-ci par-là, qui buzzent très très fort. Monster Game, je pense que c'est le plus fort pour buzzer 6 mois avant la sortie de son jeu, en balançant juste une petite image par-ci, une petite image par-là, et en faire parler pendant des heures et des heures juste sur une image, quoi. Après, je le fais dans une autre mesure, hein, de montrer l'avancée des travaux, c'est une façon d'impliquer les gens aussi. En fait, c'est pas une façon de ne pas se décider, de montrer qu'on a des hésitations, c'est histoire de faire participer les gens, enfin, qui se sentent un peu, pas impliqués, mais qui sentent qu'il y a un truc à voir, qu'il y a un suivi de projet jusqu'à la sortie. Donc oui, c'est une manière, c'est de la communication en fait. Je t'ai coupé. Non, mais c'est bon. Après, du coup, moi je trouve, tu vois, que des fois, ça peut, ce buzz-là peut venir au jeu, quoi. Moi, personnellement, il y a très peu de jeux de Monster Game que j'apprécie à cause de ça, quoi. Parce que du coup, ça a tellement buzzé, on a tellement parlé, t'as tellement entendu parler du truc. Quand ça sort, t'es déjà en train de parler du prochain, très bien, je vais m'intéresser au prochain. C'est un peu comme quand tu vas voir un film dont on t'a super emballé, on t'a balancé un truc d'enfer, ça va être terrible, et à chaque fois t'es déçu quasiment. Tandis que si tu découvres un truc comme ça de prime abord, le problème des bandes annonces au Cinoche, c'est qu'ils te racontent le film maintenant. Ben non, mais enfin les films, les blockbusters. Donc tu vas pourquoi en fait? Ils te présentent les meilleurs moments du film, quasiment. Donc tu te demandes pourquoi tu y vas. Et bon. Puis l'idéal pour un jeu, c'est d'être attiré effectivement par l'emballage et puis l'apparence. Hein, et puis après,
tu joues, tu trouves ça bien, et puis tu joues avec d'autres gens, et puis tu le recommandes, et puis c'est ça l'avenir idéal. Après, t'en as qui es attiré, mais finalement quand tu joues, t'es déçu. Et puis t'en as d'autres, le problème c'est que ça s'arrête dès le départ, et c'est là où on a besoin de personnes pour faire les médiateurs, d'autant plus sur ces jeux-là où la couverture n'est pas attrayante, comme Las Vegas, etc. Je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, puis il y en a encore d'autres cas de figure, mais c'est vrai que, oui, les étudiants sur Tokaido. Après, il faut aussi voir que ça ne s'arrête pas que à la boîte. C'est-à-dire que le graphisme, c'est un tout, quoi. La boîte est belle, le plateau est beau, les pions sont beaux, les aides de jeu sont belles, enfin, c'est un total. Hier, par exemple, on a fait un jeu, c'était Elemon, et la boîte est super chouette, les petits personnages sont super mignons et tout ça. Et la réflexion d'un de mes amis, c'était que l'intérieur de la boîte, c'était quand même vachement moins classe que tout le reste, quoi. Et du coup, il faut quand même qu'il y ait une certaine unité graphique. La promesse soit tenue, en fait. Dans tout, quoi. Et effectivement, c'est pas rare de voir des jeux où la boîte défonce et le plateau, c'est quand même autre chose. Et les cartes. Ouais. De toute façon, ça se conçoit comme un ensemble. Enfin, faut qu'il y ait une harmonie entre tout ça. Donc, non, mais c'est pas toujours le cas. Il reste 10 minutes. Bonne ambiance. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque parce que je ne sais pas comment est fait l'illustration des jeux. Je ne sais pas si d'abord l'illustrateur va illustrer l'ensemble du plateau, les pions, les cartes, et ensuite il va créer la boîte. Ou si il va d'abord faire une illustration pour mettre le thème et ensuite le décliner. alors le thème en général il est choisi par l'éditeur. Il va proposer une planche d'ambiance ou d'identité graphique. Alors non, il y a différentes façons de travailler, mais moi ma façon de procéder, c'est d'abord on réalise la couve, la couverture du jeu, et ça permet de poser l'ambiance du jeu, et ensuite de travailler les éléments à l'intérieur de la boîte en fonction de cette ambiance. Mais l'inverse peut être aussi... du moment que les deux soient raccords, en fait, si on travaille l'un avant l'autre, il faut que la deuxième partie soit travaillée en fonction de la première. Donc dans l'un des deux sens. Même commencer par la couve, ça permet de poser, comme ça sera certainement l'illustration la plus visible, la plus large, ça permet de poser plus l'ambiance, effectivement, et puis de décliner plus facilement derrière. Pour une illustration jeunesse, par exemple, c'est la même question, pour transposer. Là, celui qui écrit, ça peut être la même personne d'ailleurs, le texte, l'autre qui fait l'image, mais celui qui fait l'image peut le faire avant, celui qui fait les textes peut le faire avant, il peut le faire ensemble, etc. Donc toutes les combinaisons sont après le thème, soit il a porté, soit l'auteur a posé un thème dès le départ et il n'y a pas de raison d'en changer, soit effectivement l'éditeur intervient pour dire bah non, ce thème ça serait mieux, ça s'adapte plus, et puis on part là-dessus. Hein, plus vendeur, ou alors la mécanique de jeu colle plus à ce genre de thématique. Mais il n'y a pas vraiment d'exemple, parce que moi sur la gamme, les trois petits cochons, il a été proposé tel quel, avec le thème qui va avec. Lièvre à tortue, c'était plus ou moins ça. Baba Yaga, c'était pas du tout ça. Le Chaperon Rouge, c'était ça qui va sortir. Et il y a un jeu qui se passe, on en est à combien ? 6e, qui va sortir, ce sera sur le joueur de flûte, Damelin. Et par contre, le thème, c'était pas du tout ça. Et c'est venu après une longue réflexion de savoir, moi en tant qu'éditeur, je veux que ce jeu rentre dans la gamme Contes et Jeux. Il en a le gabarit, mais le thème, ça va pas du tout, quoi. Un jour, ça arrivait comme ça. C'était quoi le thème ? C'était saut de mouton, on faisait passer des moutons par-dessus des barres. Mais tu y avais joué? Alors c'est plus du tout ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, le joueur de flûte. Et en fait, c'est comme si le thème avait été là dès le départ. Et c'était assez étonnant parce que moi, je m'étais dit, je suis dans ce genre de réflexion, on part du thème parce que c'est la meilleure façon de travailler pour que le rendu thématique soit le plus... Et en fait, ça c'était totalement le contre-exemple. Comment on passe de saut de mouton à
au genre de flûte. Bah, c'est notre travail. Non, non, mais au niveau du thème, non, mais vas-y, on est là. Alors, on se base, pour en fait, comprendre, hein. on se base sur la. Alors, j'avais essayé d'autres trucs avant. En fait, on parle de la mécanique. Ah ouais, bah oui, oui, oui. Mais, oui, alors ça doit bien faire quasiment depuis le début de Purple Brain, ce proto. Et le jeu plaisait beaucoup. Enfin, à chaque fois que je l'ai fait tourner, même pendant un moment, je l'ai laissé de côté. J'ai eu des gens qui sont venus me dire au fait, saute Pluton, machin. Je dis bah oui, mais pour l'instant. Et donc, je m'apprêtais à le sortir dans un autre format, ce qui m'embêtait vraiment parce qu'il avait le format en termes de durée de partie, il a un peu du niveau du lièvre à la tortue, on va dire, hein, grosso modo. Et donc je me suis dit, bon, mécaniquement, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Il y a le fait qu'on essaie d'endormir les autres gens. Alors pendant un moment, j'avais fait, comme thème, j'avais mis, c'était les belles au bois dormant, donc on avait plusieurs princesses, et puis on essayait de s'endormir. La dernière qui est restée éveillée, c'était celle qui emballait le prince. On parlait crûment. Et ça marchait pas du tout, c'était nul, parce qu'en plus on avait le côté princesse qui faisait que ça orientait pas du tout le jeu du bon côté. Et c'était un problème. Et le joueur de flûte, en fait, j'avais relu le compte et je me suis dit, bah ouais, mais mécaniquement. Donc mon travail, c'était de faire. Enfin, j'avais laissé ça de côté et c'est revenu à un moment. Parce que, enfin, c'est comme tout ce qui est création, les créateurs, quand ils ont un jeu qui avance pas, le mieux c'est de le laisser de côté pour y revenir plus tard, parce qu'on peut avoir des trucs qui peuvent se déclencher. Ça sert à rien d'insister parfois, quoi. Et donc, le joueur de flûte, c'est on joue des habitants de la ville d'Ameland, à chacun de notre maison, et il y a les rats qui passent de maison en maison, qui remplissent la maison de rats, et c'est celui qui a le moins de rats à la fin de la partie qui l'emporte. Enfin, et il y a le joueur de flûte qui se balade aussi pour faire baisser le niveau de rats dans les maisons. Et ça fonctionne, c'est pile poil aussi. Ça a remplacé des princesses. Alors, des moutons par des rats. Des princesses et par des rats. Non, les moutons, ils y sont encore avec les princesses, mais bon, c'est compliqué comme histoire. Bah, non, mais comme quoi, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Non, mais c'est intéressant parce que la thématique, tu l'as quand même prise dans un conte. Ah bah oui, tu l'as quand même pris. Ah non, mais la condition pour que... Voilà. Moi, je voulais que le jeu soit dans cette gamme. Après, c'est une contrainte que je me suis donnée. Et de toute façon, le jeu, il allait sortir. Mais peut-être pas sous ce format. Et là, je suis plutôt satisfait d'avoir trouvé la solution, en fait. J'avais juste une question pour savoir quel était le rapport entre la dimension de la boîte et l'illustration. C'est-à-dire, est-ce que le format est avant l'illustration? Est-ce que l'illustration conditionne le format? Parce qu'il y a des jeux, je sais pas, comme Avanti Amar, qui, ont diminué d'un tiers les boîtes, et comme tout un tas de jeux qui ont diminué, Dixit, qui est parti sur un format plutôt grand, et Voot, qui a sorti des boîtes d'extensions. Ah, c'est les extensions. En fait, les extensions sont calculées pour que... Alors, les dernières, hein, j'entends pas les premières, elles font des moitiés de boîtes. Donc c'est pour le rangement, en fait. C'est aussi une question de prix. Les gens, ils sont plus prêts à payer vraiment un truc qui fait... Voilà, c'est ça, ouais. Mais en quoi il y a un lien avec l'illustration? Parce qu'il doit y en avoir un, c'est obligé. Ah bon? Bah non, en fait, la taille de la boîte... C'est la visibilité de l'image, peut-être? Alors, la taille de la boîte, elle est plutôt définie par le prix qu'on va mettre dessus et le public que ça vise. Donc on définit d'abord la taille. L'illustration vient après. Elle vient pas avant. Par contre, ça a un impact sur l'illustration, oui, parce que le format, que ce soit grand, petit, carré, pourquoi ça s'appelait beaucoup, on disait tout à l'heure, mais c'est carré, quel équilibre. En plus, on a juste le graphisme, juste dans la lignée de l'image, ici, du paysage. Voilà, donc on n'a pas du tout la même sensation. Vous voyez, Klimt, par exemple, il faisait beaucoup de tableaux carrés, parce que c'est l'équilibre parfait, le carré. Hein, c'est l'équilibre parfait. Je sais pas c'est pas Dieu. Mais voilà, donc effectivement, quand on taille quelque chose, quand on considère un format, on n'a pas du tout la même illustration, que ce soit en paysage ou que ce soit en portrait, on n'a pas la même sensation. Rien que vide, l'image, elle ne vous induit pas la même chose si c'est un rectangle allongé vertical ou horizontal. Là, ça fait plus repos, etc. Pourquoi? Parce que nous, en plus, dans notre culture, on lit de gauche à droite. Évidemment, depuis qu'on lit des mangas, maintenant, ça change un petit peu, et heureusement. Malgré tout, ça s'imprime sur notre façon de regarder l'image. Ensuite, pourquoi ça, c'est un effet beaucoup plus dynamique, etc. Quand vous prenez la boîte comme ça, pas celle-là, évidemment, mais quand vous prenez la boîte comme ça, pourquoi
Splendor qu'on avait, bon, etc. Eh bien, parce qu'on a la tête en haut et les pieds au sol, donc on est ainsi fait. Je veux dire, on serait des araignées, je suis sûre que on lirait pas de la même façon l'image. Mais comme on est des êtres humains et qu'on ne marche pas au plafond, non mais c'est vrai, hein, j'y crois très fortement. Hein. Et donc du coup, on a l'impression que ça c'est le haut et que ça c'est le bas. Hein. Alors si ça se trouve, on est la tête en bas. Mais bon. Donc du coup, de la même façon, l'image elle a ses lieux. Enfin, l'image elle a des lieux. Hein. Ça, il y a beaucoup plus de pesanteur ici et il y a beaucoup plus de légèreté ici. Donc là aussi, où est-ce qu'on va mettre le titre de l'image, ça va impacter aussi. Quand on dit là c'est sobre, parce que ça repose, c'est carré, équilibré, mais ça repose sur le nom en bambou. Ça lui fait des petits soubassements ça, à ce paysage. Donc on a l'impression, même si vous ne lisez pas, que c'est posé sur pilotis. C'est génial, en fait. Non, mais, donc, alors ici, on a quelque chose de plus classique, finalement, puisque le bas, c'est le paysage, et le haut, c'est le haut de la forêt, puis on a le titre là-haut. Vous voyez? Donc, en fait, l'image, elle a ses lieux, droite, gauche, le haut, le bas, la pesanteur. Si le format lui-même est vertical, horizontal, s'il est carré, etc., s'il est vertical très allongé ou pas allongé, déjà ça induit quelque chose pour la composition de l'image et pour votre réception même de ce que vous allez prendre. Puis l'épaisseur aussi, et puis le poids, et puis l'envie, comment s'ouvre le couvercle ou ne s'ouvre pas, etc. Puis la matérialité. Donc tout ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra reparler du corps tout à l'heure, plus encore qu'une image qu'on a sur l'écran, ou puis un tableau qu'on va avoir accroché au musée. On a du corps qui est en jeu. C'est pour ça qu'on aime bien aussi les grands jeux, il y a du corps, il y a un face-à-face. J'ai déjà un face-à-face avec ça, je m'emporte avec... bon, tout à l'heure, on a Jamaïcain, je m'en vais avec mon coffre au trésor. S'il était tout petit, ça ne ferait pas le même effet. Là, je m'en vais avec mon coffre au trésor. S'il était encore plus lourd, ça serait peut-être même encore mieux. Bon, etc. Donc, je crois que tout ça, ça met avant même d'ouvrir et de jouer et d'être en interaction les uns avec les autres, de comprendre la règle, enfin, je dis tout ça dans le mauvais ordre, mais avant même, rien que dans le choix du jeu, tout ça, ça compte. Et la matérialité aussi, parce que vous avez une matérialité. Si je m'arrête pas, des fois. Là, vous avez, ouais, mais là vous voyez, vous n'avez pas du blanc. Vous avez un blanc qui n'est pas blanc, qui est blanc. Voilà. Voilà. Et donc, non, mais moi aussi. Voilà. Mais bon, là, il fait pas mal aux yeux. Celui-là, il est un petit peu éteint. Bon, en plus, elle est sale, mais bon, ceci dit. Mais là, on a une image qui a des couleurs très vives, très brillantes, en fait. Hein. Donc, on a un espèce de contraste, là aussi, entre le graphisme, la représentation qui est brillante, qui nous attire l'œil, et pourtant c'est tout petit, et puis le côté très doux, très sobre de la boîte. Donc je sais ce que je voulais vous dire. Donc tout ça, ça joue aussi dans notre façon de nous attirer. Il n'y a pas que, là encore une fois, ce qu'on reconnaît. Même si je ne vois pas un paysage, je suis quand même attirée par ça. Parce que j'ai mon petit trésor de couleurs, mon petit paysage où je m'y perds comme un tableau abstrait. C'est presque un tableau abstrait, ça, ce paysage-là, même si je ne vois pas que c'est un paysage. Vous voyez ? Bon, bref. Voilà. Mais pour en revenir, ça joue dans en fait, l'illustrateur de toute façon travaillera sur un format de boîte, un format prédéfini. C'est-à-dire qu'il ne va pas travailler de la même façon, en plus au niveau des résolutions, il ne va pas travailler de la même façon sur une boîte aussi large que sur une boîte plus petite. Donc oui, c'est dans le cahier des charges, il faut que le format soit défini avant que l'illustrateur commence à travailler dessus. Ce qui peut être intéressant pour aller plus loin, c'est d'essayer de voir à quel point le film luxage et cette immonde étiquette Kawa peut pourrir l'illustration d'un jeu. À quel point ça gâche le rendu et du coup l'envie de prendre cette boîte et de jouer avec. Parce que là du coup tout de suite là, c'est juste l'étiquette de l'écart, on va placer ici, bon l'étiquette elle serait pas placée là pour Kawa, mais ça va être le même principe quoi. Quand on filme la boîte, tout de suite ça donne pas le même effet. C'est moche. Non, parce qu'on s'ennuie, encore je suis poli, à mettre du vernis sélectif sur certains éléments. Au filmoluxage, ça tue tout. Ah, là on y perd tout quand même. Ah bah, sauf celle-là. Alors déjà que le contraste sur l'illustre peut mieux faire, mais avec le vernis sélectif, on avait quand même les deux personnages devant qui tendaient à ressortir. Bon bah là, filmoluxage,
Heureusement, tout le monde ne filme luxe pas ces jeux. Après, ça va, les bien placés, et Si ici. je peux me permettre, Non. le jeu va vivre plus longtemps grâce au Linux. Voilà. Oui, mais lui, non, parce que tu aurais pu en acheter 2 ou 3. Non, Pas parce que des les jeux pour qu'ils soient à ludothèques, l'usage, tu l'es toute ta vie. Ça n'existe plus, ça. non, les ludothèques qui font la promotion du jeu n'ont pas des moyens, Ah, mais bien sûr. Tout à fait. donc des ressources Non, mais c'est pour ça que financières le luxage, importantes, et donc ça- ont intérêt à promouvoir longtemps. Ça conserve. Ben non, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'impact en ludothèque parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour expliquer le jeu. Donc au final, il n'y a pas d'acte d'achat, il n'y a pas le fait de prendre la boîte, d'hésiter à le. Voilà, on pourra se faire expliquer le jeu, donc c'est pas gênant. Tant que les. Mais c'est vrai que, sans parler de film luxage, on parle du cello qui est mis sur les jeux, et ben ça, c'est vrai que ça tue un peu le truc. Le format des boîtes est pas adapté pour le luxage. Ah ben, moi je l'ai fait exprès. En fait, c'est parti. Dans mon cahier des charges, j'ai marqué emmerder les ludothécaires. J'ai fait une grosse croix. On modifie les cartes, C'est ça. parce que justement ça rentre plus. Ah oui, bah oui. J'ai une petite question derrière, c'est la dernière du coup. C'est une petite question un peu technique. Je suis illustrateur et j'aime pas trop la mise en page. Et je voudrais savoir si vous avez des graphistes en fait, qui font vos mises en page ou si c'est l'illustrateur qui gère le texte et l'image sur la toile, sur les Non, moi alors je fais une partie moi-même, du maquettage, et quand il y a des trucs qui sont un peu délicats, je fais appel à un pote graphiste. Sinon, non, après il y a des illustrateurs qui sont aussi graphistes qui peuvent fournir un package en fait, de s'occuper de tout. Mais moi je suis pour le cloisonnement dans mon travail. C'est-à-dire que pour moi, alors il y a des auteurs qui veulent absolument suivre, mettre leur grain de sel dans l'illustration du jeu. Moi je suis pas pour ça, c'est-à-dire que le travail de l'éditeur, c'est de coordonner tout ça, c'est de faire le lien entre tout ça. Et pour moi, l'auteur n'a pas suffisamment de recul sur son œuvre pour analyser quoi que ce soit, et il n'a pas l'analyse que moi, alors c'est très présomptueux, mais que moi je peux avoir aussi du marché. Voilà, et on ne va pas forcément aller vers la... Après, il faut savoir que, je ne sais pas s'il y a des auteurs de jeux parmi nous, je ne veux pas les décevoir, mais quand vous savez créer un jeu et qu'il est signé par un éditeur, il faut savoir que vous laissez votre bébé, il faut savoir s'en séparer. Alors, après, ça n'empêche pas, moi je travaille pour le développement, parce qu'un jeu, c'est rarement... Le développement est rarement terminé. On signe des idées, en fait, quasiment. Après, il y a des gens qui signent que les jeux tout faits. Moi, moi, je prends vraiment du plaisir à développer les jeux, mais il y a d'autres méthodes. Donc, on va avoir un travail en binôme avec l'auteur, sur le développement du jeu. On va avoir un travail en binôme avec l'illustrateur, sur tout ce qui est direction artistique. Et il y a aussi du travail après avec le distributeur et d'autres trucs. Mais mélanger tout le monde... moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des illustrateurs qui ont certaines prétentions de vouloir agir sur la mécanique de jeu. Moi, c'est... non. Voilà, j'ai répondu à ta question. Après, il y a des illustrateurs qui bossent, enfin, on voit en suivant Vincent Dutré par exemple. Lui, j'ai l'impression qu'il fournit un paquet de... Alors, il bosse en traditionnel. Ouais, il fournit un paquet d'illustrations et puis après, effectivement, c'est l'éditeur voilà, le truc, c'est que Vincent bosse en traditionnel, donc il a trouvé un moyen de scanner ses œuvres, enfin, ses réalisations qu'il a fait à la main. Il n'est pas sur Photoshop, et là, il peut les modifier un peu. Mais il n'y aura jamais autant de modularité que, par exemple, un Nayad qui travaille directement sur ordinateur. Maintenant, la plupart font ça, et on n'est plus du tout dans l'ordinateur. Le truc artificiel des années 80, c'est-à-dire que là maintenant, allez savoir, même les crayonnés, moi quand je reçois des crayonnés, ils sont faits par ordinateur la plupart du temps. Et alors, à moins d'être un spécialiste averti de la chose, moi je serais incapable de faire la différence entre un truc fait à main levée et un truc réalisé. Donc vraiment l'outil informatique est venu vraiment aider les illustrateurs par rapport au côté pratique de la chose. C'est-à-dire que en général, ce qu'on me demande, par exemple, sur une illustration, moi, si j'ai besoin d'avoir seulement les deux personnages de devant pour pouvoir les utiliser sur des cartes, je lui dis, sous Photoshop, alors tu me fais un calque séparé pour ce personnage et je pourrais le réutiliser. Donc il y a tout un principe comme ça qui, avec Vincent, c'est plus délicat, mais c'est sa technique, c'est ce qui fait que c'est son style. Donc on va le prendre pour l'ambiance qui se dégage de son style et pour ce qu'il est, enfin ce qu'il fait, quoi. Après, c'est un choix au départ.
Et voilà. Mais ça peut être quand on travaille avec l'illustrateur, enfin moi je lui demande aussi comment tu travailles. C'est intéressant de le savoir parce que c'est des trucs qu'il faut prévoir aussi par la suite. Ça demandera peut-être plus de travail sur quelqu'un qui travaille en traditionnel, de retoucher, et sachant que s'il doit faire des retouches en plus, ça risque d'être plus long que par ordinateur aussi. Donc, j'ai une toute petite question. Par rapport au statut d'illustrateur, est-ce qu'il est embauché? Est-ce qu'il est indépendant? Il est indépendant, il est... Les illustrateurs sont assujettis à tout ce qui est à GSA, Maison des artistes, donc ils ont un statut indépendant. Donc c'est des... il y a un contrat qui fait que... voilà. Alors soit le contrat c'est une prestation, c'est-à-dire que c'est on paye tant et terminé, soit il peut y avoir des droits d'auteur ou une manière de rémunérer en fonction des ventes prochaines de la chose. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait les deux. En fait, quand l'auteur me demande des droits d'auteur, je le fais. S'il ne me demande pas, je ne le fais pas. Il n'y a pas de système. Il y a même un autre système qui est aussi pas mal, c'est-à-dire sans avoir un pourcentage sur les ventes, de se dire à partir d'un certain palier de vente, par exemple on a vendu 10 000 jeux, bah tiens tu touches une somme fixe. Ça peut être ça. C'est beaucoup moins chiant en fait. Parce que calculer les droits d'auteur, non. Alors, déjà vous devez le faire pour les auteurs, mais en plus pour les illustrateurs c'est un peu lourd. On va arrêter là. Je vous remercie tous les trois, je vous remercie d'avoir participé.